RTI 1 vous informe. Bonsoir à tous, il est 23 heures. Voici les titres de ce journal. Inhumé samedi à Séguéla, les sacrifices du 7e jour du décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale se sont déroulés ce dimanche à Abidjan. Prières, psalmodie du Saint-Coran et dont la famille éplorée auront meublé la cérémonie qui s'est tenue à la grande mosquée de la Riviera Golf. Tombé de rideau sur le FEMUA 14, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo qui avait cette année la République démocratique du Congo comme invité d'honneur. Parrain de la cérémonie, le Premier ministre Patrick Achi s'est adressé à la jeunesse. Des détails dans cette édition. Et puis le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se mobilise. Le parti prépare déjà sa base à relever le défi des prochaines joutes électorales. À son vent, plusieurs secrétaires de section ont reçu la visite de quelques cadres du parti. Voilà pour les titres. Merci de regarder notre chaîne. La cérémonie de sacrifice du 7e jour du décès du président de l'Assemblée nationale a eu lieu ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golf. La cérémonie a été marquée par des prières et des dons à la famille du défunt chef de l'Assemblée nationale. Retour sur les temps forts de ces moments de témoignage, mais surtout de prières, avec notre reportage. Pour tous les défunts musulmans, le rituel est le même. C'est par une lecture intégrale du Saint-Coran que la cérémonie de prière en hommage à Amadou Soumaoro a débuté. À la grande mosquée de la Riviera Golf, parents, amis, connaissances et membres du gouvernement étaient présents pour l'occasion. Une cérémonie rehaussée par la présence du vice-président de la République qui représentait le chef de l'État. Au chapitre des témoignages, celui du peuple Hatchan et du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Nous sommes sans ignorer que les villages Hatchan sont confrontés aux problèmes de chefferie. Et ces problèmes de chefferie ont engendré des troubles dans les villages. L'illustre disparu, Amadou Soumaoro, a oint l'honorable Dr Sako, médiateur à l'Assemblée nationale, a garanti la paix dans les villages Hatchan. Et mission qui a été réussie. Aujourd'hui, nos villages connaissent la paix. Le président Laurent Gbagbo nous a instruit de venir nous tenir aux côtés du gouvernement, du RHDP, mais surtout de la famille, pour leur traduire toute notre compassion. Toute la compassion du PPACI. Dans un élan de réconfort à la famille éplorée, tous ont voulu donner une connotation républicaine à ce moment précieux. À l'occasion, plusieurs dons en nature et en numéraire ont été faits par les participants venus en nombre et en qualité pour saluer la mémoire d'Amadou Soumaoro. Une assistance de qualité émue par le message du porte-parole du président de la République. Des partis politiques et groupements politiques fortement représentés à cette cérémonie, donnant à ce deuil une image républicaine qui est un gage pour tout le dialogue politique qui est en cours en Côte d'Ivoire en ce moment. Le président de la République a confié un certain nombre de messages à monsieur le vice-président qui a bien voulu que je les dévoile. Remercier les imams pour toutes les prières qui n'ont cessé de formuler depuis que ce deuil a frappé la famille Soumaoro, les familles alliées, tout Séguéla, le Worodougou, le Woroba et toute la Côte d'Ivoire. Paix à l'âme du défunt, que Dieu lui soit clément dans son jugement et qu'il connaisse la paix éternelle. Et la grande famille Soumaoro et ses alliés d'exprimer sa gratitude au chef de l'État, à son épouse, au vice-président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement, sans oublier les deux chambres du Parlement et tous les soutiens extérieurs. Je voudrais vous exprimer toute notre gratitude. Gratitude au président de la République,
Gratitude pour avoir décrété 3 jours de deuil. Et l'hommage de la nation à l'illustre défunt. Gratitude pour votre implication personnelle dans les funérailles de votre cadet à chacune des étapes. Aniché, Anilomeko, vous disent les familles du Woroba. Gratitude à Madame la Première Dame pour sa présence, pour sa bienveillance, pour son assistance, pour sa générosité, pour son élégance. Je faillirais à mon devoir si je n'adressais avec déférence à son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur Kone Tchemoko Meile, les salutations fraternelles et remerciements pour sa présence et son soutien à la grande famille. C'est par cette cérémonie de prière que prend fin le séjour terrestre d'Amadou Soumaoro dans la mémoire des humains. L'ancien président de l'Assemblée nationale vient ainsi d'être confié à Allah par ses semblables qui le portent désormais en souvenir. On reste à la Riviera Golfe où je vous propose maintenant d'écouter quelques réactions recueillies par nos soins. Toute la République s'est retrouvée, nos amis de l'extérieur, toutes les sensibilités politiques, les imams. Je voudrais donc dire merci à chacun et prier pour le repos de l'âme du président Amadou Soumaoro. C'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. C'est un combattant, un guerrier, que son âme repose en paix et que le message de réconciliation qu'il a su délivrer au moment où il a exercé en tant que président de l'Assemblée nationale puisse continuer à habiter les Ivoiriens autour du président de la République pour que la Côte d'Ivoire soit un très très grand pays. Amadou Soumaoro était le Banazumba du Woroba, c'est-à-dire le grand fromager. Et au-delà, pour moi, c'était un père. C'était mon père, c'était mon maître, c'était mon catalyseur, mon guide. Je n'ai pas encore fini d'apprendre toutes les leçons et le maître m'a lâché. Mais je pense qu'il m'appartient effectivement de voir à travers ses œuvres le reste de l'enseignement. Je voudrais, en tant que fils du Wodou, dire que le Wodou Amadou, père, un grand homme qui s'est impliqué personnellement pour l'union des fils et des filles du Wodou. Et il a été un soutien indéfectible au président de la République, car c'était une personnalité de conviction. Il est parti dans la dignité, mais il est toujours là. Alors, nous n'allons jamais l'oublier. Je suis un peu ému parce que quand on parle de don d'histoire, c'est l'exemple, la preuve avec tout ce qui se passe. Il s'est donné totalement pour la Côte d'Ivoire. On parle maintenant de culture et c'en est fini de l'édition 2022 du FEMUA. Le festival de musique urbaine Nanomabo a refermé ses portes samedi à l'INJS de Marcory. Parrain du festival, le Premier ministre est allé célébrer la culture. Patrick Achi a rappelé la priorité que constitue la jeunesse pour le gouvernement ivoirien. Alexis Ouedraogo. Pour la dernière scène de l'édition 2022 du FEMUA à Abidjan ce samedi à l'INJS, le chef du gouvernement est l'invité spécial. Patrick Achi visite les stands qui ont animé 5 jours durant ce rendez-vous aujourd'hui incontournable de la musique africaine. Pays à l'honneur, la République démocratique du Congo, avec son pavillon qui rend hommage à Papa Wemba. Pour la cérémonie officielle de clôture, le commissaire général dit ses remerciements au gouvernement qui fait de la jeunesse une priorité. Et aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes au cœur des priorités de ce gouvernement. C'est pourquoi le FEMUA a voulu prendre le thème entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Premier ministre a accepté d'être parrain, parce que, Inch'Allah, d'ici quelques mois, j'espère bien que chaque jeune pourra avoir son petit quelque chose à faire, les gars.
Et c'est ça qui est le plus important. Patrick Achi n'a pas manqué de saluer l'implication de la République sœur du Congo à la réussite de l'événement qui se veut aujourd'hui panafricain. À l'heure où 70% de la population reste âgée de moins de 35 ans, le gouvernement en fait sa priorité avec des mécanismes forts. La jeunesse est donc bien notre priorité absolue pour nous et pour le président de la République qui nous guide. Nous ferons tout pour donner à nos jeunes l'envie d'être entreprenants, déterminés et novateurs, car ils apporteront ainsi au marché du travail leur énergie, leur talent, leur créativité, ainsi que des compétences clés et la motivation requise à nos entreprises. Le FEMUA 2022 Abidjan a refermé ses portes sur des pas de danse endiablés, cap sur San Pedro. Et on s'intéresse maintenant à la COP 15. Présent à Abidjan dans le cadre de la COP15, le président du Conseil économique, social et culturel du Niger a été reçu en audience par son homologue ivoirien, Mme Maïrou Ligari et le docteur Eugène Akaoueli ont abordé le cadre d'une collaboration entre les deux institutions, des institutions qui entendent désormais mutualiser leurs forces en vue de contribuer efficacement au processus de développement des régions des deux pays. Didier Nguessan. Venu participer à la 15e conférence des partis COP15, axée sur la désertification et la sécheresse, le président du Conseil économique, social et culturel, CESOC du Niger et sa délégation ont rendu visite au président du CESEC, le docteur Eugène Akaoueli. Au cours de cette visite, les deux présidents ont échangé sur les relations de coopération qui existent entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur un certain nombre de dossiers sur lesquels nos institutions travaillent ensemble d'arrache-pied pour faire en sorte que les conseils économiques et sociaux puissent donner des avis pertinents dans la conduite des affaires publiques. Cette visite vient confirmer les différents projets de développement des régions émis par les deux institutions. Nous avons tenu également à approfondir les échanges que nous avions eus déjà, qui concernent un peu la consolidation de notre coopération et surtout de notre partenariat. Nous avons des formules qui veulent faire appel à l'épargne populaire, à la mobilisation des populations au niveau des collectivités pour pouvoir soutenir l'industrialisation des régions. Les deux institutions souhaitent apporter leur expérience et accompagner le développement local dans leurs pays respectifs avec la participation des experts. Le lycée Sainte-Marie de Cocody a fait mardi dernier l'objet d'une visite de travail du président de l'Assemblée générale des Nations unies en compagnie du professeur Mariatou Kone Abdullah Shahid est allé s'imprégner du savoir-faire de la dite école dans le processus de préservation de l'environnement. Sephora Zegui. Abdullah Shahid, le président de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, en visite dans la forêt primaire de plus d'1 hectare créée en 1987 par les élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody. À la fin de sa visite, Abdullah Shahid s'est montré admiratif de l'implication des élèves de cette école dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je suis vraiment heureux d'être ici. J'apprécie la passion, j'apprécie la créativité, j'apprécie l'excellence que montrent les étudiants. Je suis venu, j'ai vu la forêt, j'ai vu le travail qu'ils ont fait avec leurs mains et je reste donc confiant, je suis encouragé par ce qu'ils font et je crois qu'avec ces jeunes gens, le futur est respecté, le futur aussi renforcé. Le lycée Sainte-Marie de Cocody se positionne ainsi comme un modèle au dire de Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous sommes inscrits dans la lutte contre la désertification et contre la sécheresse. Nous avons dans nos curricula des cours sur le respect de l'environnement, sur la lutte contre la désertification. Nous avons non seulement les cours en théorie, mais nous avons les cours en pratique. Une forêt qui s'entretient, une forêt très admirée par les Nations unies,
Le président de la 76e Assemblée générale des Nations unies a félicité le gouvernement ivoirien pour les efforts consentis dans la protection de l'environnement. En plus de la forêt primaire, l'hôte de la Côte d'Ivoire a visité la ferme avicole que possède ce lycée d'excellence. Et puisqu'on parle de la COP15 à Grand-Bassam, un amoureux de la culture maraîchère hors sol fait prospérer son activité. Dans son domicile transformé en champ, il est parvenu à reconditionner des objets hors d'usage pour leur redonner une seconde vie. Comment réaliser une agriculture rentable sur des sols arides? C'est la question à laquelle tente de répondre ce reportage de Kader Sogodogo. Grand-Bassam, quartier France, entre lagune et mer. C'est ici que vit Justin Tchett, 33 ans de service à l'éducation nationale. Cet éducateur au collège moderne de la ville a une passion, la culture du maraîcher hors sol. La passion de la culture hors sol est une histoire de longue date. Lorsque j'étais encore instituteur, je pratiquais les activités coopératives. Et cette passion-là m'est restée. Étant maintenant dans une ville, j'ai trouvé que il est difficile de cultiver à Grand-Bassam parce que le sol n'est pas trop arabe. Donc nous avons réfléchi comme ça et on a trouvé la formule de cultiver les légumes dans les sacs que nous appelons le hors-sol. Piments, tomates, gombo, concombres sont produits à domicile. Des cultures bio qui arrivent à pousser grâce à du compost ramassé dans la nature. Pneus usés, sacs, sachets récupérés sont également recyclés et participent à la culture hors sol. Cette technique culturelle cadre bien avec l'objectif de la COP. On ne touche pas le sol, on ne brutalise pas, on prend des objets de récupération, on cultive et puis on a le résultat qu'on peut, des meilleurs résultats par rapport même à la culture sur le sol. Justin Tchett est aidé dans sa tâche par un technicien. Tout d'abord, on passe à la phase de la pépinière. Après, les pépinières est au moins 28 jours à 30 jours selon les variétés. Maintenant, on passe maintenant à l'étape de la transplantation, qui se fait de la pépinière dans les pots, bien dans les seaux, bien dans les sacs. Son épouse, également enseignante, tire doublement profit de cette passion. La culture hors sol est la première femme de mon mari. Je mange bien, en tout cas. Ça nous aide beaucoup pour notre cuisine, ça, faut le dire. La culture hors sol se présente ainsi comme une réponse à l'épineux problème de la désertification, une pratique qui a cours dans de nombreux pays africains. Tout de suite, le point de la situation de la Covid-19 au 15 mai. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 15 mai 9 nouveaux cas de Covid-19 sur 1026 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 4 guéris et 0 décès. À la date du 15 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 82 001 cas confirmés, dont 81 173 personnes guéries, 799 décès et 20 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est 2 511 427. Le 14 mai, 18 177 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 670 098 doses du 1er mars 2021. Au 14 mai 2022, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le représentant résident du système ouest-africain d'accréditation était ce dimanche l'invité de RTI1 avec Herman Guivet. Marcel Baguidi a abordé la reconnaissance internationale qui découle de la SOAC. Le système travaille à l'accréditation des organismes ou laboratoires de validation de produits. On regarde un extrait. On peut se référer à la ZLECAf. On va dire que sans l'existence du SOAC et sa reconnaissance internationale, notre région partait avec un certain désavantage qui est aujourd'hui résorbé grâce au fait que le SOAC est en place. Mais au-delà du commerce, je pense que nous avons aussi la problématique de la santé, puisque sans la santé, on ne peut pas commercer.
Et cette reconnaissance porte sur tous les types de laboratoires, en particulier les laboratoires de biologie médicale, qui nous tiennent à cœur parce qu'on a vu un peu la crise de la Covid, qui a été très difficile à gérer. Si vous n'avez pas de laboratoire compétent, il est très difficile de savoir si le patient est malade ou non. Et donc, on est très heureux qu'aujourd'hui, avec la reconnaissance du SOAC, les résultats délivrés par tous ces laboratoires sont aujourd'hui internationalement reconnus. Si nous allons faire des analyses dans un laboratoire accrédité SOAC, le résultat qui sort est internationalement reconnu, ce qui facilite aussi les soins que va faire le médecin. Imaginez que le médecin est compétent et qu'il utilise des résultats faux. On peut peut-être décider qu'il faut vous opérer, alors que c'est juste parce qu'il y a peut-être eu des erreurs au niveau du laboratoire. Donc il est important de venir contrôler ce que font ces laboratoires et leur donner ce crédit. Ça va être la même chose à l'export. Si vous décidez, par exemple, que dans le cacao, il n'y a pas de pesticides ou qu'il y en a, arrivé à l'export, si vous n'avez pas ce certificat qui peut prouver que le cacao peut être exporté, il est rejeté et donc c'est une perte au niveau de l'économie. Politique à présent avec cette rencontre qui a réuni à Songon des délégués de zone, des secrétaires de section et des présidents du comité de base du RHDP. Ils répondaient à l'appel du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé et du ministre Laurent Tchagba. Le rendez-vous aura permis de remobiliser les troupes pour mieux aborder les échéances futures. Ahmed Traoré, Issa Jonayo. Songon veut être un bastion imprenable du RHDP, Rassemblement des ouvriers pour la démocratie et la paix. C'est la mobilisation générale qui est amorcée et nous invitons tous les membres du RHDP à adhérer à ce vaste mouvement qui va permettre au parti de renforcer son dynamisme et de se préparer aux futures joutes électorales. Nous avons travaillé et je dirais un protocole a été validé et nous devons venir à la base rencontrer les responsables du parti pour qu'on relance la restructuration du parti. Bamana Gidan Félicien, ancien maire de la commune de Yopougon, reconnaissant au président Alassane Ouattara, donne les raisons de son adhésion au RHDP. Tous ceux qui sont objectifs voient que la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Les choses changent. On voit des voies qui se construisent, des ponts qui se construisent, l'eau qui est apportée aux populations. Et donc, moi qui aime le développement, je suis venu célébrer ça. On voit ici à Songon une autoroute qui est en train de se faire. C'est le chemin que j'emprunte tous les jours. Alors c'est ça la politique. La politique est faite pour le développement humain. Alors qui apporte ce développement-là? C'est le président Alassane Ouattara et le RHDP qui le font. Pour conserver son statut de parti ayant le plus d'élus en Côte d'Ivoire, les militants RHDP de la localité de Songon s'apprêtent à engager l'offensive dans d'autres régions du pays, avec en ligne de mire la victoire aux prochaines échéances électorales. Dans le département de Pricro, c'est le secrétaire national chargé de la jeunesse du parti qui identifie ses militants de base. Charles Niaori a rencontré les leaders des 65 sections du département qui comptent 208 comités de base. Il les a invités à faire confiance au RHDP et à son président Alassane Ouattara. La correspondance de Charles Tato. 4 jours de tournée politique du RHDP dans le département de Pricro. Missionnaire politique dans cette partie de la région de Lifou, le secrétaire national chargé de la jeunesse du RHDP. Charles Niaouré et sa délégation bravant les pistes difficilement praticables. Ici, il s'agit d'implanter le RHDP en identifiant les vrais militants de base de ce parti. Pour cette opération, les 5 circonscriptions administratives du département étaient au programme de la visite de travail, à savoir Anianou, Nafana, Kofiamokro, Famiakro et Pricro de par le village de Babakro. Depuis fort longtemps, on devrait faire ça parce que vraiment, on était mélangés, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi. Dernière étape de cette visite de travail, Pricro commune. Le fait que la direction vienne vers les militants, ces militants se sentent très à l'aise et cela permet de voir exactement le poids du parti au niveau de Pricro. C'est ce département qui a donné des élus à notre parti.
le RHDP, un député et un maire. Le chef de la délégation du RHDP note sa satisfaction. 65 sections pour 208 comités de base. Nous devons arriver à terme à enregistrer 5 915 militants. Si dans ce travail nous réussissons donc à enregistrer les sympathisants, PRICRO continuera à conduire haut le RHDP dans la région du Ifou. Le département de PRICRO bénéficie d'une voie bitubée devant le relier aux autres départements, notamment Ouélé et Satama Sokora. Les entreprises de bitumage sont donc à pied d'œuvre. De la politique à la cohésion sociale, il n'y a qu'un seul pas. 3 chefs traditionnels de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire viennent d'être installés. C'est la vice-présidente de ce pays ami et frère à la Côte d'Ivoire qui a procédé à leur intronisation. Il s'agit en toile de fond de consolider les liens de fraternité et de promouvoir la culture et la tradition béninoise. Evelyne Yoboué, Issa Chonayo. Danse des Mamissi, des Zangweto et des Kapodjou. La culture béninoise est au rendez-vous à l'occasion de la cérémonie d'installation des hauts cadres de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire. 3 responsables ont été installés. Il s'agit du chef suprême de la communauté béninoise en Côte d'Ivoire, des chefs suprêmes du culte vaudou et religion endogène et du président du Conseil des sages. Et mon rôle, c'est de rapprocher dans une manière fraternelle les 2 communautés. Là où il y a débordement à quelque part, c'est mon rôle, que ce soit à Daloa, que ce soit à Divo, que ce soit à Port-Boué. Donc mon rôle est de regarder auprès de mes communautés et de ramener les frères qui sont en train de déborder à l'ordre, et tout en suivant surtout les règles et les recommandations du pays d'accueil qui est la République de Côte d'Ivoire. Selon le consul honoraire du Bénin, cette installation des chefs répond à un besoin de préservation de la paix et de la cohésion sociale, d'où la présence de la vice-présidente de la République du Bénin. La cérémonie de ce jour est marquée d'une pierre blanche dans l'histoire béninoise en Côte d'Ivoire. Mon plus sincère et profond souhait est qu'elle nous permette de traduire en actes l'esprit de réconciliation. La paix, c'est un bien précieux sur le plan individuel et sur le plan collectif. On ne peut rien faire de beau, on ne peut rien faire de grand sans la paix. Une grande communauté comme la vôtre ne peut s'épanouir en terre étrangère sans la paix. Les nouvelles autorités traditionnelles béninoises nommées ont désormais pour mission d'assister le consul dans sa mission en Côte d'Ivoire. Et ce soir, le 7 sur 7 est l'affaire d'Éric Gorée. On y va maintenant pour le tour du monde de l'actualité. Pour les commémorations marquant la victoire contre l'Allemagne nazie, le président russe Vladimir Poutine a dans un discours justifié l'invasion de l'Ukraine pour, dit-il, défendre la patrie face à la menace inacceptable que représente son voisin, soutenu par l'Occident. Ferdinand Marcos Jr., le fils du défunt dictateur Ferdinand Marcos, a remporté l'élection présidentielle aux Philippines, selon les décomptes donnés mardi. Ferdinand Marcos Jr., 64 ans, a remporté près de 30 millions de voix, contre moins de la moitié pour son adversaire, la candidate Leni Robredo. La certification définitive de cette victoire pourra prendre plusieurs semaines. Des heures à Jérusalem pendant le funérailles de la journaliste palestinienne tuée mercredi d'une balle dans la tête lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie. 3 ans de transition avant de rendre le pouvoir aux civils, c'est ce qu'a annoncé la junte au pouvoir en Guinée, avec à sa tête le colonel Doumbouya. Une décision qui va à l'encontre de celle de la CEDEAO qui propose une transition plus courte.
Le président des Émirats arabes unis, le cheikh Khalifa Ben Zayed, est décédé à 73 ans, ont annoncé les autorités. Après son décès, c'est Mohamed Ben Zayed qui a été élu par les membres du Conseil suprême de la Fédération des Émirats, ceux d'Abu Dhabi et de Dubaï. L'Inde interdit l'exportation de son blé pour contrôler l'inflation des denrées alimentaires et maintenir les réserves suffisantes après que la récente moisson a été endommagée par une canicule exceptionnelle. Cette décision pourrait mettre à mal d'autres pays qui s'étaient retournés vers l'Inde pour compenser la chute d'exportation de blé venant d'Ukraine. Attendu depuis un an, c'est aujourd'hui que les Somaliens sont aux urnes pour élire leur nouveau président de la République. 39 candidats sont en lice, dont le président sortant, Abdoulaye Mohamed. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information demain lundi à 6h30 avec Régis Kofi dans Matin Bonheur. Bonne nuit.